Un tueur d'Indien. Je vous demande pardon. Je vois ici que vous êtes affecté sur la frontière. Il n'y a que des Indiens là-bas. Et de là à en déduire que vous êtes un tueur d'Indiens, ça vous étonne qu'un major ne soit pas un imbécile? Non, Major. Non, major. Je vois qu'on vous a remis une décoration. Oui, mon commandant. Et on vous a placé sous mon commandement. Si je suis affecté ici, c'est sur ma requête. C'est vrai? Pourquoi? J'ai toujours voulu voir la frontière. Vous voulez voir la frontière? C'est ça. Avant qu'elle ait disparu. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 1. Cette semaine, émission Mythe, Changement et Résistance. Qui est ce type qui arrive en ville sous le soleil de la prairie? Vous ne prendrez pas la peine de lui chercher querelle quand vous le verrez utiliser son revolver. D'autant qu'il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc vous l'avez peut-être compris via cette francisation de la chanson extrait de, on l'appelle Trinita, donc He's a Town of the West, He's Again, voilà, bon bref, un peu francisé mais un peu dégueulasse. Nous allons parler ce soir de western, de grands espaces, de bagarres et de violence, à l'occasion de la sortie il y a 2 mois déjà, mais bon, et oui, comme disait Zizou, c'est la reprise, donc de Horizon, An American Saga Part 1 de Kevin Costner, sorti au début du mois de juillet. Ensuite nous parlerons d'une autre sortie de l'été au mi-temps du mois d'août, donc City of Darkness de Tsui Chiang. Et nous en profiterons pour évoquer rapido presto la ressortie en DVD et Blu-ray chez Spectrum Film de L'Enfer des Armes de Treyarch, a.k.a. Dangerous Encounter of the First Kind, a.k.a. aussi Don't Play With Fire, donc le film étant ressorti en DVD et Blu-ray donc au milieu de l'été. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes. Alors et à tous. Tu as passé un bon été apprenant. Très bien. Voilà, tu as mis ton plus beau maillot du Stade Rennais pour cette saison qui démarre en dents de scie. Exactement. Voilà. Hein. Même quand on est au plus bas, ou du moins, oui, on est au creux de la vague. Oui, pas ouf. Il faut toujours supporter. Exactement. Et il y a aussi le Dr Erwan. Ça va mon cœur? Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va Passé bien. un bon été? Un été, oui, ça va. Ça calme, a été... studieux. Oui, un été calme, studieux, voilà, Voilà. effectivement, reposant. Reposant, exactement. Très, très reposant. Avec nous pour cette reprise de nos intérimaires de choc, puisque nous allons parler western et donc par conséquent un peu film de vieux cul. Donc il y a notre spécialiste maison western, c'est Simon le jeune. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors Simon, bon été, apprenant aussi. Bon été. Tu as bien taisé cet été? Ouais, surtout. Ouais. Ouais, c'est un gros taser. Et taisez-vous. Exactement. Il a bien taisé entre 2 sessions à la plage. Ouais. Il a même taisé sur la plage. Ouais. Non. Voilà, vraiment pas un garçon polyvalent. Mais avec nous aussi, également, il a passé l'été à plonger dans sa piscine de lingots de billets, maintenant qu'il est devenu excessivement riche. Donc c'est notre Picsou à nous. Il y a le docteur JB. Bonsoir JB. Salut Thomas, salut à toutes et tous. Tu vas bien? Tu as passé un bon été? Ouais, carrément, Un extrêmement bel été. reposant, Mais incroyable. oui, alors, des jeux vidéo, des séries, des films. Extraordinaire. Alors, t'as vraiment t'as retrouvé ton teint de jeune fille, Jean-Baptiste. C'est incroyable. Cet homme rajeunit de jour en jour. Voilà, là, c'est merveilleux. 6 seulement. 6 seulement. À la mise en son de cette émission, donc, il y a Ulysse et Margot. Bonsoir les jeunes qui vous coucoutent. Voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, les agendas local pour commencer, donc...
pour fêter la reprise donc, des films du dimanche soir après la pause estivale. Ce sera dimanche prochain, le 15 septembre à 20h15. Nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Nous avons la joie de vous proposer La Garçonnière, aka The Apartment de Billy Wilder avec Jacques Lemmon. Voilà, un film pas tout mal. Meilleur film du monde. Un peu plus léger que Husbands, avec lequel on a terminé au mois de juin. Exactement. Voilà. Qui a obtenu un succès, disons-le, mitigé. Et disons que les réactions ont été vives parfois, mais bon... Ce qui peut se comprendre. Ce qui peut absolument se comprendre. Mais donc voilà, La Garçonnière, que vous pouvez venir voir ou revoir, bien évidemment. Sinon, demain, au Tambour, donc sur le campus de Rennes 2, car ça repartit aussi pour les petits écoliers qui vont à la fac, qui vont voir des films parce que c'est leur travail. Enfin, attends, c'est pas ouvert que aux gens qui sont... C'est ouvert à tout le monde, rappelons-le. Voilà, contre une rémunération, enfin, contre un prix du billet, donc même le prix vous fera rire. C'est vraiment incroyable. Donc à 18h15, il y a Les Aventures du Prince Ahmed de l'auteur Reinegger, ouais, qui est considéré comme le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Il y avait Ella Postal avant, effectivement. Si tu essayes de m'opprimer avec ta culture. Hein. Oh là là. Premier long métrage disponible. Oui. Tout à fait. Connu. Bah, pas connu. Non, pas connu, mais disponible. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est incroyable. Ça commence. Sinon, à 20h30, vous pourrez venir voir ou revoir le film de Powell et Pressburger, Les Contes d'Hoffmann. C'est comment ça ? C'est pas mal, ça va. On a beaucoup exagéré. Ouais. Oui, Powell et Pressburger, vous savez, ils ont fait juste un paquet de chefs-d'œuvre, sinon des très bons films, mais sinon... Voilà, bref, c'est pas mal. Sinon, autre rayon chef-d'œuvre, ce jeudi à l'Arvor, vous pourrez aussi venir voir ou revoir le meilleur film haut la main de Jean-Pierre Melville, donc L'Armée des Ombres. Sur chef-d'œuvre. Oui. Voilà, on peut le dire largement. C'est quand même vachement mieux que ces polars chiants, genre le samouraï et compagnie. Non, faut pas non plus. Si, c'est chiant le samouraï. C'est un peu chiant le samouraï. Non, mais t'as le samouraï carrément, Oui. ouais, mais t'as le deuxième souffle. Je trouve quand même assez Oui. au-dessus que. Le cercle rouge, c'est cool aussi. Ouais, c'est pas bien, le mal. cercle rouge, C'est mieux le aussi, deuxième ouais. souffle. Un flic, c'est bien aussi. Ah, si, Non, en plus, c'est ah pas non. ouf. Si, Non, Flic, pour c'est moi, bien. c'est pas C'est si bien. mauvais. C'est Si, pas si, ouf. c'est bien. C'est pas ouf. C'est pas le sujet. C'est pas mal, mais... Non, si, Non, si, je trouve en qu'il y tout a cas, l'Armée des Ombres, c'est mieux. Oui. Ouais, voilà. Sinon, ce dimanche matin, dans le cadre de Cinévorax à l'Arvor, vous pourrez venir voir ou revoir l'excellent, merveilleux chef-d'œuvresque film de Yves Robert, La Guerre des boutons. Un film merveilleux, absolument incroyable. Un beau film libertaire avec des jeunes qui se tapent à coups de bâton. Moi, c'était vraiment un de mes films d'enfance. Ah ouais, mais moi aussi, je c'est suis super. toujours content de le revoir. Ça, c'est vachement bien écrit. Très belle super bien adaptation, joué. super musique. Ils Ils ont pas fait un double programme avec la version de Guillaume Canet. En fait, il y a eu au même moment Oui, je deux sais, ouais. films, La Guerre des boutons, qui sont sortis. Il y en a un de Yann Samuel et l'autre de Christophe Baratier, peut-être un genre de pétaniste dans le genre, mais je sais plus. Un truc comme ça, mais c'est nul. Ouais, du coup, j'ai dit Guillaume Canet, mais c'est pas du tout lui. Mais par association je d'idées. crois qu'il joue dans un des films. Bah, c'est pour ça. Qui n'ont laissé aucune trace. Non, à part une trace de Pas plus slip. que les dernières adaptations de Gaston Lagaffe. Non, c'est vrai. Ou de Spirou. Mm. Qui n'ont non plus On laissé a aucune un trace. marsupilami l'année prochaine par Chouette. la bande à Philippe Lachaud. Hein, Ah bah, donc, chouette. Sinon, en ce moment, au TNB, il y a une mini rétro Akira Kurosawa. Voilà, profitez-en, c'est le dernier soir. Et ainsi que sur l'année, donc pas tout, mais une grande partie en tout cas de la filmographie de Frederick Wiseman qui sera donc étalée sur l'année. Ça va être par salve de 5 ou 6 à chaque fois. Ça commence à partir de la semaine prochaine C'est ça. par Law and Order, Voilà. Hospital et je ne sais plus Quand les films étaient moins longs, à troisième. l'époque ils faisaient 1h30, après Ouais. il a fait des films de 4 heures, donc il faut avoir un peu de temps quand même. Sinon, dans les sorties nationales demain, c'est pas ouf, hein, comme on dit, c'est pas la folie. Il y a Beetlejuice, le nouveau film de Tim Burton. JB lève les bras de contentement. Non, merci, Jean-Baptiste. à la base, quand on a annoncé ça, je me suis dit, mon Dieu, quel Moi aussi, enfer. moi aussi. Mais les retours critiques sont pas si horribles Oui, que ça. Du coup, je suis un peu intrigué. apparemment en c'est fait. son moins pire film depuis Ouais, longtemps. tout Et à puis fait. il y a quand même une bonne partie du casting d'origine Ouais, tout à qui, fait. moi, me. Je suis plutôt intrigué en moi, réalité. J'ai bien envie d'aller tenter. Ouais, Eh ben, pareil. eh ben, J'ai presque envie écoutez, d'aller tenter. J'ai bien envie d'aller tenter. J'ai moi. presque envie d'aller tenter. Dis donc, vous nous direz. Sinon, il y Avec a... Michael Keaton sans maquillage, du coup. Oui. Il n'y a plus besoin. Oui, c'est vrai, Carson. Sinon, il y a le nouveau documentaire de Mati Diop, Dahomey, qui sort demain aussi, il passe à l'Arvor. Il y a un film de 2 et avec Daniel Auteuil qui s'appelle Le Fil. Genre un polar. C'est la suite de la enquête. corde. Ouais, une histoire d'avocat. Peut-être. Merci Jean-Baptiste. Sinon, il y a le premier film en tant que réalisatrice de l'actrice Laetitia Doche qui s'appelle Le procès du chien. Pardon, J'ai comédie. presque envie d'aller le voir. Non mais ce moi film. ça m'intrigue, ça a l'air plutôt pas mal, surtout C'est- ça a l'air carrément mieux que Les Chèvres, la comédie de Fred Cavaillé avec Danny Boone qui défendait une chèvre contre Frédéric Commandeur. Ouais, Ça c'était nul hein. Jérôme Commandeur. Oui Jérôme, pourquoi j'ai dit quoi? Frédéric. Oui, Frédéric Commandeur, Non, je- Jérôme Commandeur, Bravo. Frédéric Cavaillé et tout. Non, mais là, il y a un chien qui. En plus, le chien a l'air vraiment cool. Oui, puis bon cast, le chien a l'air cool, c'est toujours cool. Le les chien a chiens. l'air vraiment sympa. Et sinon, comme vous, je sais que vous êtes musicologue, sort aussi demain le film Usher, Rendez-vous à Paris. C'est un concert de Usher à Paris.
pas l'air convaincu par la musicalité de Cher, Docteur. Non, vous qui pourtant adorez les rappeurs afro-américains, c'est un peu votre dada, ça. Oui, justement, j'aime bien le hip-hop. Ouais. T'es un peu le Tarantino du hip-hop, quoi. Tu vois, tu te sens un peu. Ouais, c'est bien la raison pour laquelle j'aime pas Usher. Pour moi, c'est pas du hip-hop, c'est de la variété. Enfin bon, bref. Il y a de la bonne variété. Un peu. Je dis pas, Dalida, c'est de la bonne variété, mais ça me fait chier quand même. Oh, mais c'est vachement mieux, Dalida. Ah non, mais je reviens, je suis colère. Je suis fumasse. Faut pas me faire chier. Ne vous énervez pas trop, Docteur. Ne vous énervez pas trop. Sachons raison garder. Voilà, donc, ne me pousse pas. Hein. Voilà. Donc, c'est des films qui sortent. Nous n'en parlons pas la semaine prochaine, mais nous parlerons notamment du dernier Thierry de Peretti qui est sorti la semaine dernière, À son image, qui est quand même vachement bien. Que j'ai vu aujourd'hui, dont il y aura de quoi dire. C'est pas mal, hein. Oui, c'est top. Mais nous en parlerons la semaine prochaine, entre autres. Donc voilà, nous allons passer à la section critique de cette émission. Et pour rester dans actualité musicale, un petit tir groupé. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Rix avec Tir Groupé, extrait de son nouvel EP, Tir Groupé, hein, voilà, ils ont abandonné les batteries, ils sont passés à la boîte à rythme, mais c'est vachement cool, le clip aussi est très chouette, vivement qu'on les revoit en concert, la bagarre. À propos de bagarre, c'est un peu l'histoire aussi de l'Amérique que nous raconte donc Kevin Costner dans Horizon, An American Saga Part 1, Horizon, une saga américaine, première partie, donc qui est sorti au début du mois de juillet en France, projet au long cours, vieux projet de Kevin Costner, puisqu'il en parle à peu près depuis 1988, ce qui ne nous rajeunit pas, hein, Simon. Je t'ai pas né. Oui, bah voilà, c'est bien ce que... Arrête de te la péter, là, s'il te plaît. Donc, sur lequel il a essayé de travailler depuis plusieurs années déjà, et qui donc là, il a réussi à concrétiser, suite un peu à son retour de hype grâce à la série Yellowstone de Taylor Sheridan, dans lequel il a cartonné en tant qu'acteur pendant 5 saisons, et on reviendra sur Yellowstone. Et donc, film qu'il a enfin réussi à monter à la fois avec, en grande partie, sa fortune personnelle. Peut-être qu'il a un peu accéléré, profitant du fait qu'il allait divorcer et qu'il voulait pas tout laisser à sa femme. Donc du coup, il en a profité pour financer ses films. C'est quand même pas con. Il voulait pas se faire, comme on dit, une Paul McCartney. Quand il a divorcé, qu'il a... Mais si, tu sais très bien, enfin. C'est pas à toi que j'ai à apprendre ça. Et donc... Une Nicolas Cage aussi, non? Oui, mais Nicolas Cage, il en a plusieurs, lui. Oui, mais justement, il a accumulé, il a pas retenu la leçon, quoi. Donc, un film qu'il a coécrit avec John Baird et avec Mark Kasdan, qui est le frère de l'autre, donc de Laurence Kasdan. Et donc, il
a enfin réussi à mettre en branle. Et donc, comme ça s'appelle partie 1, parce que Kevin, ayant un peu la folie des grandeurs, ayant un amour démesuré pour le western, comme nous tous ici, a un amour qui ne s'est jamais démenti dans la carrière de Costner, puisqu'il est revenu dès qu'il en avait l'occasion. Donc, premier film sur 4 de prévu. Le deuxième est tourné et sortira normalement à la fin de l'année. Il a été repoussé à la base, il devait sortir au mois de septembre, mais le bid du film en salle aux USA, mais son carton en streaming a fait que le film a été repoussé, mais il sortira quand même néanmoins. La troisième partie a été tournée durant l'été, et là, il devrait normalement enchaîner sur la quatrième. Il ne sait pas encore comment, mais de toute façon, comme il dit, il n'a plus que ça à foutre, donc il met toute sa thune dans la bataille, ce qui en soi est effectivement un projet tout à fait honorable. Mais on sait bien que, comme tous les films d'une vie, ou les films que des metteurs en scène ont attendu pendant 30-40 ans de faire, comme Martin Scorsese par exemple avec son Gang of New York, ou Oliver Stone avec son Alexandre, toutes les meilleures intentions se heurtent parfois au lourd parpaing de la réalité. Donc, à chaque fois, les films d'une vie sont en général fascinants, mais jamais totalement réussis. Voire complètement ratés. Mais là, ce n'est pas le cas, parce que Jean-Baptiste, je ne t'ai pas donné la parole. Hein, tu écoutes, tu es attentif, tu rappelles que c'est toi ici l'élève. Quel mauvais exemple pour les étudiants. Exactement, c'est n'importe quoi. Pense à ces milliers de jeunes qui t'écoutent, Jean-Baptiste, tous ces milliers de jeunes qui sont passés devant toi, devant des amphithéâtres remplis, bondés. Hein. Tu as un peu l'image pitoyable que tu leur donnes du corps enseignant qui n'en a pas besoin. Entre ça et les institutrices qui frappent les gamines de 3 ans. Hein, après, le truc, c'est que tu ouvres l'émission avec un extrait tiré d'un chef-d'œuvre pour le coup. Voilà, donc tiré de Danse avec les loups, qui était le premier film comme metteur en scène de Kevin Costner, pour lequel il s'est tapé une pluie d'Oscars, une reconnaissance critique et commerciale aussi, parce que si tu as juste la reconnaissance critique, on s'en fout, mais la thune, c'est des Américains, c'est quand même mieux. Et donc la première partie, qui serait un peu, comme il le disait, sur une saga littéraire comme Lonesome Dove, par exemple, ça serait les 200 premières pages de cette saga, qui a l'ambition de raconter l'histoire de l'Amérique du milieu du 19e siècle, on va dire, jusqu'au début du 20e à peu près. En tout cas, c'est son ambition, comme ça, qui est donnée, de retracer vraiment toute l'histoire du Vieux Ouest depuis l'âge de la ruée vers l'or, en passant par la guerre de sécession, jusqu'à peu près, on va dire, justement, à la constitution de l'Amérique telle qu'on la connaît, avec Theodore Roosevelt, en gros. Donc par là, il va passer par une galaxie de personnages diverses et variés, où il va reprendre tous les tropes connus du western. Donc il y aura le convoi, il y aura l'armée américaine, la question indienne, le cow-boy solitaire qui va faire alliance avec une prostituée au grand cœur. Voilà, on va dire toute une différente galaxie de personnages qui vont tous converger vers un même point, même si ce point est en fait n'est pas assez clair, vraiment clair au début du film, qui est donc Horizon, qui est une ville qui se situe dans le sud de l'Arizona, donc pas loin aussi de la frontière mexicaine. Et donc cette ville qui s'appelle Horizon, vers lequel tous ces personnages vont essayer de construire ce qui fait l'Amérique, donc c'est-à-dire faire une communauté. Et donc en partant de tous ces tropes du western, Kevin Costner essaye d'articuler on va dire, toutes ces tropes et ces figures différentes du western pour essayer de faire un genre de western total, mais qui est déjà un peu dans l'ambition de la préquelle à la série Yellowstone, donc qui s'appelle 1883, qui est sorti il y a 2 ans avec Sam Elliott dans un des rôles principaux, où on suivait aussi un convoi qui partait de l'est des États-Unis pour aller jusqu'à l'État de Washington, donc au nord-ouest, à peu près vers Seattle, tout ça, où là aussi le film essayait, cette série de 10 heures essayait aussi de retracer, on va dire, toutes les différentes figures du western par le prisme du convoi. Là, sachant qu'il y a d'autres séries aussi, il y en a une notamment Ellen Wheels, mais là qui aborde les choses plutôt par le chemin de fer en fait. Mais ça, cette espèce de côté globalisant. Je pense que la question Deadwood quelque part faisait ça aussi. La question du chemin de fer, je pense pense que ça sera abordé dans les autres films de Costner. Mais c'est esquissé dans celui-là. Oui, esquissé. Mais je fais la comparaison avec 1883 à la fois parce que les deux projets sont assez proches, on va dire, en termes d'ambition et en termes d'écriture, voire parfois en termes de narration, même si je trouve que la série de Sheridan est beaucoup mieux écrite, même si parfois ça prend des raccourcis un peu épais pour montrer les relations entre les personnages. Mais ce qui m'intéresse plus dans Horizon que dans 1883, c'est que dans 1883, effectivement, le truc est hyper bien écrit avec des magnifiques personnages, mais que la mise en scène reste quand même stricte, malgré la thune qui est mise dans la série, strictement
au télévisuel, alors que je trouve que le film de Costner prend justement des biais et des prismes de mise en scène qui sont beaucoup plus intéressants, même si on en a déjà parlé en off avec Simon. La question du format, moi, me pose problème parce que le film est tourné en 1,85 alors que traditionnellement Costner tourne en cinémascope, et la question notamment de certains grands westerns sont plus liés avec l'histoire du format large à partir du moment où il est apparu. Est-ce que ça sera le cas pour les 3 autres films ? Visiblement, dans le deuxième, en tout cas, oui, il a été tourné dans le même format. Parce que je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution du format d'un film à l'autre ? J'aurais aimé qu'on passe du 1,33 au premier film pour le super cinémascope au 4e. Mais en tout cas, voilà, ce sont en tout cas des choses qui sont abordées. Et surtout que ça va dans l'idée d'un format télévisuel, le 1,85 actuellement, quoi. C'est ça qui est quand même, tu parles de mise en scène télévisuelle. Allez-y Jean-Baptiste, parlez. De 183, mais je trouve que pour le coup, ici, on y est dans une mise en scène télévisuelle. Enfin, je te laisse la parole, Simon, sur la question du format, parce que c'est quand même, des questions, les choix que fait Costner, pour moi, ne sont pas des choix cinématographiques. Moi, c'est ça qui m'a vraiment posé je pense que notamment sur la question du format, il y a aussi, je pense, des questions de contraintes de production, justement, qui peut-être ont été imposées un format plus carré que le format large. Donc, pour que ça soit du coup vendable sur les plateformes de streaming. Donc, Simon, peut-être sur la question du format, et après sur la question de la narratologie. Juste sur 1883, ce qui fait plus télévisuel pour moi dans 1883, c'est que, alors j'ai vu que le premier épisode, mais il y a beaucoup plus de téléobjectifs. Et en fait, tout de suite, ça fait quand même un peu plus télé par rapport au Costner. Là, il y en a aussi. Ouais, il y en a aussi, mais en fait, il me semble là que... En fait, pour moi, il est un peu dans un entre-deux. Celui de Costner, il me faisait penser, on en avait parlé, mais moi, aux dernières séries de la BBC, par exemple d'Hercule Poirot, c'est-à-dire au moment où ils avaient beaucoup d'argent, ils savaient qu'ils allaient projeter aussi des épisodes sur des plus grandes télés, tout ça, et ils passaient en 1,85 avec une mise en scène qui était assez différente, c'est-à-dire qu'ils continuent de travailler plutôt sur les diagonales, etc. Mais avec quand même cette idée qu'on va pas non plus trop zoomer avec l'espace derrière. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'on va plutôt faire des trucs dans la profondeur de champ comme un peu à la télé, mais en même temps avec cette idée qu'on va quand même montrer un peu plus de choses sur la latéralité, etc. Et c'est là où moi je le vois pas trop être en scope en fait, le film de Costner, parce qu'il y a assez peu de plans, je trouve, qui sont faits pour le scope. La plupart du temps, il travaille quand même plutôt dans la profondeur, etc. Mais ça pose problème aussi à des séquences. Je pense à une des séquences finales sur l'attaque les Indiens qui seront attaqués par les chasseurs de scalps, où en fait à ce moment-là, il passe, il tourne la scène comme si ça devait être en scope. Notamment à un moment, il y a un personnage qui poursuit une indienne, et la scène est assez dure, et en fait le fait qu'il la fasse en 1,85, ça rate quasiment l'effet donné, parce que les deux personnages devraient presque être dans le cadre, où il devrait y avoir un jeu sur le champ. Alors que la solution peut-être aurait été de tourner en OpenMate pour pouvoir le diffuser après en streaming sur un format plus large. Ouais, mais ça finit souvent en 1,85, ça l'OpenMate maintenant. Mais comme tu l'as dit, le film marcherait sans doute pas en cinémascope parce qu'il n'est pas tourné pour ça, en fait. On a vraiment l'impression qu'il se pose pas ces questions de cinéma, de grands espaces, en fait. C'est quand même un film qui s'appelle Horizon, et où la ligne d'horizon, on la voit quasiment pas. C'est quand même juste des pièces fermées, des personnages en gros plan, de la longue focale, des trucs, des éléments flous au premier plan. Tout est écrasé, il n'y a pas de perspective dans le film. Moi, c'est ça, parce que moi, quand j'ai vu ce film-là, j'ai eu l'impression non pas de voir un film des années 50, mais de voir un film des années 40. C'est-à-dire qu'en fait, de voir un film des années 40 en termes de rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que le cinémascope, c'est pas aussi quelque chose de déformant. C'est-à-dire que nous, on est persuadés que le cinémascope, c'est le western, mais le cinémascope, c'est le western à partir des années 50. Il y a des milliers de westerns qui sont sans cinémascope. Surtout qu'il y en a presque plus. Et qui sont pas... Justement, alors après on peut se poser la question du spectaculaire, mais je veux dire, tu regardes des John Ford des années 40, c'est pas en oui, il y a 33. Non, mais tu triches parce qu'il est trop fort. Il y a quand même pas que John Ford. Il y a quand même une inscription dans l'espace. Tu regardes le cheval de fer, tu regardes Stagecoach, il y a peut-être le panoramique le plus important du cinéma américain dans Stagecoach. T'as Monument de Vallée et tu l'as en frontal. Alors certes, t'es en format en 33, mais il y a l'inscription dans l'espace. Il y a une vraie dimension épique. Ici, chez Costner, c'est ça qui m'a un peu troublé également, parce que, alors peut-être que c'est lié aux des contraintes de production, parce que le film après va être vu sur des écrans d'ordinateur, sur des tablettes, des téléphones portables ou des télés ou que sais-je. Mais du coup, il ne va pas être vu sur un écran de cinéma. Mais en tout cas, il y a comme... Ça s'appelle Horizon, mais c'est comme s'il y avait un refus de la dimension épique totale. Alors que c'est un film qui se veut total, exhaustif, avec une galerie de personnages absolument incroyable. Il fait du western sous la neige, enfin tu l'as dit Thomas, il y a le convoi, il y a la traversée de la rivière, il y a tout ce que tu veux. Et pourtant, dans cette totalité-là, il manque la chose la plus importante
ce qui irrigue le western et le cinéma américain de manière plus générale, c'est l'espace. Alors, et ici, moi, je crains. on a 2-3 jolis plans. Mais la question de la frontière revient quand même. Si vous me permettez, oui, mais elle revient par rapport dans le texte. Elle revient pas dans le plan. Elle vient dans le texte. Si vous me permettez, moi, alors déjà d'une part, j'attends de voir les 4 films. Après, il y a ça avant aussi. De juger. Oui. Moi, j'ai pas envie de cramer ce film-là tout de suite parce qu'en fait, moi, en repense, moi, je l'ai pas revu depuis que je suis allé le voir avec ma maman cet été, qui a beaucoup aimé le film d'ailleurs. Et donc, le truc en fait, c'est qu'en fait, en repensant au film, je me suis dit, mais en fait, les scènes dont je me souviens le mieux, et ben justement, c'est pas des scènes d'extérieur, c'est des scènes d'intérieur. Et il y a 3 scènes, moi je trouve, qui sont particulièrement bien tournées et qui sont justement en termes d'espace et de rapport à la spatialité que moi j'ai trouvé vachement bien. C'est d'une part la scène avec le mari qui se fait buter dans la cabane. Le home invasion. La scène où Costner et le sale type à vilaine dent remontent la rue et où on sent très bien que ça va mal se terminer. Et la scène dans le relais avec les Indiens. Ouais. Et je trouve que ces 3 scènes-là, qui reposent toutes sur l'idée de la tension, sur l'idée de ça va mal se finir, ça va mal se finir. Et moi je trouve que Costner, c'est assez marrant. J'attends de voir comment il va le faire dans la suite du film. Est-ce qu'il va continuer ce truc-là? Est-ce qu'au contraire, il va plutôt aller sur des scènes d'extérieur par la suite? Et du coup, alors moi je me suis posé la question de cette histoire d'Horizon. Je me suis dit, mais est-ce que justement l'échec même de la ville d'Horizon, il n'est pas déjà contenu quelque part? Alors après, c'est peut-être moi qui... Là aussi, il faut attendre de voir les 4, mais est-ce qu'il n'est pas déjà contenu dans ce refus justement du... C'est-à-dire que alors, moi je pense que le film est épique, mais le film n'est pas spectaculaire. JB, moi j'ai plutôt trouvé ça, je dirais plutôt ça, moi en fait. JB. Ouais, moi le côté épique, je l'ai pas vraiment ressenti. Et ce qui m'a vraiment troublé, c'est que au départ, j'étais vraiment parti pour aimer le film. Enfin, je dirais, les 5 premières minutes, je me suis dit, ça va être énorme. Parce que un mec construit sa maison. Le géomètre là qui plante un truc, il y a tout ce rapport avec ce bâton qu'on va planter dans le sol, qui est la marque de la propriété privée. Les pionniers qui arrivent, ça va être un film là-dessus en fait. Et puis métaphoriquement, tu dis ok, c'est aussi Costner qui dit le western c'est ma propriété, donc je vais vous faire le film ultime. Le plan suivant, c'est quand même le gars avec sa lunette de géomètre, mais c'est clairement Costner avec sa caméra. Tu sens vraiment qu'il y a ce truc, ok, il va nous faire le grand film, le grand western, parce qu'il se dit c'est mon genre, maintenant je suis le seul, c'est mon dernier film, arrivé à le faire ça. Sauf que tous ces personnages sont observés par ce qui d'habitude est hors champ, c'est-à-dire les Indiens. Ouais, tout à fait. Et donc mais tu vois, le problème c'est que derrière, alors que là la mise en scène elle est ample, là il y a des plans larges, il y a des trucs vraiment qui ont du souffle dans ces premières secondes du film, et dès le moment où justement les Indiens regardent, etc., les perspectives s'annulent ou se réduisent à portions congrues. C'est très étonnant. En fait, on a l'impression qu'il a renoncé au film épique pour proposer autre chose, mais l'autre chose qu'il propose, pour moi, c'est rien d'autre qu'un film Netflix, en fait, en termes de mise en scène. Les relations entre les personnages, c'est de la série, c'est de la pure série. Il n'y a pas d'ampleur dans les relations. Il y a même des trucs étonnants où des enjeux de narration sont pas compréhensibles. Enfin, on les comprend a posteriori, mais ils sont pas dépeint dans le film. La relation entre le personnage de Sam Worthington et la femme, Sienna Miller. Karen, Sienna Miller. Ouais, le nom du personnage. On sent qu'il y a une romance qui s'établit entre les deux. Il n'y a aucun moment où cette romance elle est annoncée. C'est purement dans le hors-champ. C'est bizarre la construction. Les élites sont mal foutues en fait. C'est ça, c'est très étrange. La temporalité. Voilà, et en fait, tu as l'impression qu'il termine ces scènes en fait limite comme des cliffhangers. Ouais. Et qu'en fait, à l'intérieur même de ce film de 3 heures, c'est quand même une masse, tu as en fait 2-3 trucs. Alors tu as 30 minutes western sous la neige, pim, après tu passes 30 minutes avec les Indiens, pim, tu passes 30 minutes avec la construction un petit peu de la ville sur la fin, pim, tu passes avec le fort et tout ça. Et en fait, il y a un cliffhanger sur la relation. Alors, tu as Sam Worthington et Sienna Miller, pim, et puis tu passes à autre chose. Et après, tu reviens sur Sam Worthington et Sienna Miller, et pof, ah ben là, c'est bon, c'est fait. Et c'est vrai que tu comprends pas. Le film se construit bizarrement. Ouais, c'est assez bizarre. Il y a un truc dans la narration qui est pas fonctionnel, en fait. Alors que le film dure 3 heures, ou 10 heures, il a le temps, tu vois. Il faudrait qu'on attende la director's cut. Ouais. Juste là-dessus, moi, c'est vrai que j'avais vu ça un peu comme un ensemble de scénettes comme ça. Ça ne m'a pas du tout gêné. En fait. Au contraire, j'ai bien aimé parce que j'ai été obligé de deviner un peu ce qui s'était passé, etc. entre les scènes. Donc ça m'intéressait plus. Mais ça, c'est peut-être juste parce que, comme je suis vraiment amateur de western, les moindres détails me plaisaient. Mais je voulais juste revenir sur ce dont on parlait sur l'espace et en venir un peu après à des questions de découpage. Juste sur l'espace, je trouvais que toutes les scènes avec les Indiens étaient plus efficaces sur le côté. Les personnages étaient plus inscrits dans l'espace parce qu'ils jouaient souvent plus sur la hauteur, en fait, la verticalité, ils pouvaient être cachés à différents endroits. Et quelques petites scénettes qui étaient bonnes, je me rappelle de celle de l'Indien, c'est un Mimbrenios, ils expliquent plus tard, on voit un Indien au tout début qui porte une biche et il se fait attaquer par des Apaches et tuer. Et ça, c'est pareil, on comprend ça beaucoup plus tard, en fait, que s'ils ont attaqué le camp
le camp des colons, en fait, c'est parce qu'ils les Apaches ont trouvé cet Indien-là sur leur territoire et il s'est dit que c'est parce que cet Indien avait dû être obligé de venir chasser ici, etc. Il y a plusieurs scènes comme ça, on se dit que les Indiens appartiennent plus à l'espace, en fait, et le fait que les colons à chaque fois soient montrés comme ils sont jamais, eux, pour le coup, très inscrits dans des hauteurs ou etc. Ils sont, entre guillemets, ils sont un peu de plein pied, on va dire. Je sais pas comment dire. Et ça crée quand même un peu une sorte de différence pour moi qui fait que j'avais quand même l'impression de les sentir toujours aussi un peu en danger, en fait, comme dans un paysage où ils maîtrisent absolument rien de l'espace autour. Après, je crois que c'est surtout une contrainte qui est technique, parce que j'ai lu en fait qu'il avait très très peu de temps pour tourner et qu'il a décidé de mettre aucun éclage additionnel, etc. C'est Jim Muro à la photo qui était déjà son chef-op sur Open Range et qui est un des plus grands caméramans du métier, qui bosse notamment avec Cameron et qui a réalisé Street Trash en 1987. Qui est un très très grand chef-op. Mais tu vois, ce que tu décris sur cette relation entre les pionniers et les Indiens, et les Apaches, c'est hyper intéressant, sauf qu'en fait je trouve qu'on le ressent pas. C'est-à-dire que textuellement on l'entend, on dit ok, c'est ça qu'il veut faire, d'autant plus que ça a déjà été fait 1000 fois. Oui, mais tu ressens la menace quand même physiquement par la manière de filmer. Moi, pas tant que ça. En fait, j'ai vraiment. Alors, on ressent le danger, je suis d'accord. On sent que les personnages sont en danger, mais je suis d'accord avec le Dr. Erwan pour le coup sur le fait que là, pour le coup, les séquences qui marchent le mieux sont des pastilles, des moments où il construit un truc dans un endroit fermé. Et là, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, la tension se fait à ce moment-là. Et là, dans ce moment-là, il arrive à faire quelque chose parce que c'est des séquences de tension. Mais quand il essaie de le faire en montrant une tension un peu vague, où on ne sait pas trop où ils sont, je trouve qu'il y a un truc qui n'accroche pas l'œil. Oui, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de hors-champ, en fait, il n'y a pas de jeu sur le hors-champ. Ce qui faisait ce qui fait la grandeur du western, des premiers westerns, du western classique. Et ici, en fait, un petit peu quand même dans la scène de l'attaque de la ville. Laissez finir mon client. Finalement, pas tant que ça, parce qu'en fait, toute la scène dans la ferme où les mecs sont enfermés, où il y a les autres à l'extérieur. Ouais, mais il va vite sur le champ, il va vite sur le contre-champ, en fait. Il n'y a pas ce moment de latence, comme dit JB, ce moment, de flottement, d'invisibilité, de qu'est-ce qui va se passer. En fait, il embraye direct avec le contre-champ. Alors certes, c'est ultra efficace, bien entendu, parce que les scènes de bagarre et les scène de baston et de fusillade, elles sont franchement incroyables, avec des pures bonnes idées. La scène de la cave, l'assaut avec Sienna Miller et sa fille qui doivent respirer par le canon du... oui, c'est bien ça. Ça, c'est hyper bien. Le canon du fusil. C'est pas nouveau, mais c'est hyper bien foutu, dans l'absolu. On peut pas faire de nouveautés dans le western. En fait, il explicite beaucoup trop de choses. Et ça, je trouve que c'est, je trouve que c'est dommage. Mais après, je voulais rebondir sur un truc, sur ce que disait le doc, sur ce qu'on disait sur l'horizon. Peut-être qu'il veut nous dire que l'horizon, au final, dès le début, en fait, il veut pas le filmer de manière spectaculaire, parce qu'en fait, il sait dès le début que cet horizon-là va être vicié. Et en fait, peut-être que c'est le propos de Costner, parce que en amorce de quelques plans, j'en ai de mémoire là, il y en a vraiment deux ou trois qui me reviennent à l'esprit. Il y a toujours cette prégnance de la mort, c'est-à-dire qu'il va filmer, donc on spoil carrément. Oui. En fait, première séquence, en fait, donc tu as ce colon qui plante, qui fait la propriété privée. Ça, c'est hyper important dans l'absolu, dans la construction des États-Unis, le scandale de la propriété privée sur ces vastes... Et la rationalisation de l'espace. Sur ces vastes espaces. Sur la prairie. Voilà, sachant qu'on est dans des territoires, on n'est pas encore dans des États. Donc, en fait, les États-Unis sont vraiment en train de se construire. Et il met bien l'accent sur territoire du Montana, territoire du Wyoming, tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, eux, ils se font buter. Et du coup, les sépultures en fait de cette famille, en fait, on les voit arriver un petit peu en amorce de plan. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant en disant, ben voilà, en fait, je vais pas vous filmer l'horizon, parce qu'en fait, l'horizon, déjà dès le départ, il y en a pas. L'horizon, et ils le disent dans un dialogue dans le fort, l'horizon est un fantasme. L'horizon est une représentation. Donc ça, c'est la frontière. Donc ça, c'est hyper important. Mais on attend quand même des choses un peu plus subtil de la part d'un Costner qui connaît quand même son western sur le bout des doigts. Et ça, je trouve ça un peu démoniaque. C'est pour ça que moi, j'attends de voir la totalité. Moi. J'attends vraiment de voir la totalité, parce que tu vois, pour moi, il y a un moment, je me suis presque dit, c'est la communauté de l'anneau. C'est-à-dire que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais après ça va devenir vachement bien. Tu vois. En tout cas, j'espère. J'espère que... non, mais moi je sais que la première fois que j'ai vu la communauté de l'anneau, je me suis dit, donc le spectaculaire, il est où, quoi? Et en fait, c'est quand j'ai vu les deux tours que je dis, ah ouais, d'accord, tu nous as pas fait. Moi, j'avais lu le livre avant, donc le truc, c'est que dans la communauté de l'anneau, il a pas besoin du spectaculaire, parce que son récit, ses personnages sont tellement bien écrits, tellement bien mis en scène, qu'en fait, on s'ennuie pas une seconde, alors qu'il n'y a pas de spectaculaire. Alors que là, il y a quand même un ennui manifeste. Moi, je me suis pas emmerdé. Et on n'a pas trop parlé.
pour le coup, c'est un des points positifs du film, mais c'est parce qu'on l'aime d'amour. Dès qu'il y a Costner à l'écran, qui apparaît au bout d'une heure de film. Le plan où il apparaît. Oui, ça c'est génial. Dans le Wyoming là, quand il sort du convoi là, le premier plan. Et là j'ai entendu ma mère soupirer d'aise à côté exactement. de moi. Il fait un sourire magnifique. Fan de Kevin Costner. Et le contre-champ, t'as le paysage. Là enfin, tu respires. Et tu comprends, tu sens que lui il aime ça en fait. Parce qu'il a des visions, tu le vois en fait, tu le vois Kevin en train de regarder l'espace. Il sait très bien se filmer aussi. Ça se voit que Costner, il sait comment se filmer, et notamment il sait que maintenant il a une coupe de cheveux de merde, donc il garde tout le temps son chapeau. Du coup, il est super classe. Voilà. Son chapeau est trop cool en plus. Oui. Non, mais pareil, il a toujours de très très grands chapeaux Costner dans ses films. C'est vrai. Une des rares idées de montage, je trouve le montage nul à chier. Hein, je pèse mes mots, je trouve le montage nul à chier dans le film. Une des rares idées de montage que j'ai bien aimé. JB monteur aussi. Quand le gars, là, le Sykes, le frère Sykes, enterre son frère là qui s'est fait tirer dessus par justement Kevin Costner. Là en fait qui l'a flingué, c'est un cow-boy, on le connaît pas, mais il est parti avec Marigold, la prostituée, on sait où habite sa famille, etc. Donc en fait on va le retrouver. Et là le raccord, t'as Costner en gros plan qui regarde vers la caméra. Et ça j'ai trouvé ça génial en fait. Enfin une idée de raccord intéressante où en fait il regarde le spectateur mais il regarde aussi le montage qui vient de se produire, comme s'il avait entendu ce dialogue en disant merde, ils vont me retrouver en fait, et tu le ressens là dans la mise en scène. C'est un des rares moments je me suis dit, voilà, et c'est par hasard, c'est un moment où il se filme lui en gros plan. C'est fou, il y a un truc de c'est comme Stallone, dès qu'il se filme il est formidable. Tout à fait. Donc ça quand même, ça fait plaisir. C'est des auras américaines où les mecs ne savent rien de mieux que de se filmer eux-mêmes ou de filmer leur propre mythe en train de se construire. Et d'ailleurs, si vous ne trouvez pas que l'ensemble des personnages est presque un peu trop gentil, c'est-à-dire que les chefs de cavalerie et tout ça. Justement, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Tout ce monde-là va forcément chuter. Il va y avoir une corruption morale. L'ensemble des militaires soit présenté de manière aussi sympathique. C'était quand même assez particulier. C'est-à-dire que j'ai adoré la famille. Regarde Yellow Ribbon, ils sont tous sympas. Je trouve que ça, ils réussissaient bien la scène où on voit les frères qui sont violents et qui, même entre eux, sont très violents. Et je trouvais que c'était pas mal d'avoir un western parce que souvent, les westerns, on a l'impression que ils ont tous le même ton. C'est soit très ironique, soit ils sont tous bêtes, enfin, dans les westerns contemporains. Et là, je me disais, c'est pas mal parce que tous les personnages sont plutôt gentils. Puis t'as cette famille de frères qui sont tous très violents, même les uns entre les autres. Mais avec une mère aussi. C'est comme ça qu'ils ont été dressés. Voilà, c'est ça. C'est les parents. Et ça, je trouvais ça pas mal. Mais du coup, je me disais, par contre, pourquoi il n'y a pas le pendant ? Parce que même les Indiens, en fait, font assez gentils, en fait, à part quand ils se battent. Dans le convoi, peut-être. Et les chasseurs de scalp aussi trop gentils. Ah oui. Mais peut-être dans le convoi où tu sens qu'il y a des tensions qui existent. Les deux petits bourgeois, je les sens pas. Voilà. Oui. Terminé. En fait, moi, j'ai quand même mon grief principal. Je pense que c'est le fait que je vois pas comment ce film s'inscrit dans son époque. D'habitude, le western, c'est ça qui est génial, c'est qu'un western prend toujours le pouls du contexte dans lequel il est produit, dans lequel il sort. Là, je vois pas ce qu'a voulu faire Costner à part dire j'aime bien le western, mais j'ai un peu la flemme. Je vois que ça, et je vois pas la plus-value de ce film-là dans la cinématographie du western de manière générale. Et on a chroniqué en entendant Godard des westerns contemporains, mais on a fait des merdes. Hein. Non, il y avait des trucs vachement bien. Il y avait des merdes aussi quand même. Non, mais Comancheria, western moderne. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, des trucs. C'est un peu chiant. Mais qui disaient quelque chose de leur époque. Ils disaient quelque chose de leur époque, de comment on pense le western aujourd'hui. Sheriff Jackson avec Ed Harris. Costner, je vois pas. Franchement, je vois pas. Après, on peut penser avec les loups, oui, quoi. Super film aussi. Oui, après, on peut pas nier de la sincérité de Kevin Costner. Nous en terminerons là. On peut pas nier non plus le fait que Horizon doit être peut-être critiqué et critiquable après que toute la saga soit complètement terminée. Mais si la saga ne se termine pas, un film doit être pris aussi mais on ne peut pas nier également le fait que le film de sa vie à Kevin Costner, c'est Danser avec les loups. Clairement. Mais clairement. N'importe quoi. C'est The Postman. C'est bien The Postman. Mais c'est bien The Postman. C'est un western, The Mais Postman. oui. Romain des Bois, Prince des voleurs, c'est super. Non, mais il a pas réalisé. C'est pas lui. Ouais, il a moitié réalisé. C'est Kevin Reynolds. Le Waterworld aussi. oublié complètement, Kevin Reynolds. Super artisan. Depuis Waterworld. Il a fait une super mini-série avec Bill Paxton et Kevin Costner, Edfield and McCoy de 10 ans. Excellent. Ils sont Mais oui, ils sont rabibochés. Tu suis pas les potins. Le cinéma est un monde merveilleux. C'est l'Amérique. Voilà, c'est l'Amérique. Donc voilà, c'est Horizon de Kevin Costner, disponible sur les plateformes de streaming et qui était sorti donc en salle en début d'année, mais nous en reparlerons en fin d'année à l'occasion de la sortie du volume 2. On va continuer avec la revisite des genres, mais on va passer cette fois à Hong Kong et on va danser dans les rues.
En attendant Godard sur Syllab 88.4 FM, et donc c'était Priscilla Chan que l'on peut entendre au début de City of Darkness dans une scène de bagarre dans une boîte de nuit. Donc le film de Soi Chiang aka Twilight of the Warriors Walled In, donc le crépuscule des guerriers, ce qui est son nouveau long métrage 2 ans après Limbo qui était sorti l'année dernière en France si je ne m'abuse et qu'on avait chroniqué dans la première émission de la rentrée de la 16e saison. Ça tombe bien, c'est bien, s'il fait une fois par an comme ça on peut prendre un peu des nouvelles. Et donc Soi Chiang, c'est un metteur en scène donc hongkongais qui alterne entre des films à gros budget, grosse brousouf pour la Chine continentale, comme par exemple les Monkey King avec Donnie Yen, et quelques prods qu'il retourne dans son pays natal, donc à Hong Kong, comme c'était le cas pour Limbo. Et City of Darkness est un peu un genre de film historique puisqu'il se déroule dans les années 80 dans la citadelle de Kowloon, qui était un des quartiers de Hong Kong, qui était une immense citadelle bidonville d'enclave chinoise mais qui était un truc légal avec des loyers, avec des habitants, avec une administration, mais qui était surtout administrée donc par les différentes triades qui se sont partagées le territoire. Et c'est là-dedans qu'un jeune réfugié trouve refuge, justement car il est donc sans papier, et il va découvrir la vie de la citadelle, se faire des copains et après se battre contre les méchants qui sont vraiment des sales gros méchants ultra vilains bâtards, notamment car une partie des méchants sont quand même joués par des acteurs conquis, des acteurs de l'ancienne génération, notamment Sammo Hung qui a quand même 75 balais, qui est tout en gros mais qui est en pleine forme, et ça fait super plaisir de le revoir. Mais donc film dire dans un cadre plutôt contemporain, polar urbain, comme il l'avait déjà fait donc dans Limbo, mais dans aussi SPL 2 par exemple, qui était encore avec Donnie Yen, et qui donc part sur un postulat assez, on va dire, réaliste dans ce décorum donc de Kowloon City, et qui assez vite, en tout cas, fait des ruptures de ton et dévie, notamment dans ces scènes d'action et dans, on va dire, l'outrecuidance de ces personnages, notamment de ces figures, on va dire, mythiques ou mythologiques qui sont justement les anciens, qui vont prendre tout de suite un caractère, comme on dit, plus grand que nature, bigger than life, comme disent les Américains, ce qui va nous donner quelques scènes de tape où ça tabasse à l'ancienne. À l'époque, ça fait des gros coups de là dans la gueule, des os qui craquent, ça fait schrac, 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 schrac. En étant un genre de comment dire, de mash-up, de gloubi-boulga, de plein de références du cinéma hongkongais, mais aussi du cinéma coréen et des cinémas indiens. Notamment, une des grandes références quand même de Soi Chiang, je pense là-dessus, c'est donc Choi Ark, dont d'ailleurs je tiens à le dire, et vient de ressortir en DVD Blu-ray chez Spectrum Film, son film de 1983 justement, donc L'Enfer des armes, film d'une film d'une brutalité et d'une violence inouïe, donc qui vient de ressortir dans une très belle édition, et qui est justement, je pense, en termes de mise en scène, une des influences de Soi Chiang, notamment dans la manière de envisager l'action et l'inscription de ces personnages dans un décor assez étroit, obscur et sale. Moi, alors il y a ça. Docteur puis Simon. Il y a un autre film, à mon avis, de Tsui Hark qui à mon avis qui est convoqué, c'est Better Tomorrow 3. Ah oui. Un des films les moins vus parce qu'il est jamais vraiment ressorti. Il était sorti en VHS il y a des années. C'est un super film, et le truc c'est que c'est un film qui se passe pendant la guerre du Vietnam à Shanghai. Donc en fait tu pars sur un truc très réaliste, mais un peu comme une balle dans la tête de John Woo. Et la guerre du Vietnam. Voilà, tu pars sur un truc très réaliste qui a vraiment existé, machin, et assez rapidement ça part dans le Rick Bloodshed. Et pour moi c'est ça une des grandes. Moi je m'attendais à un polar. Je m'attendais à un polar comme Limbo, donc avec très peu d'arts martiaux. Donc j'étais très content de voir qu'il y avait des gens qui grimpaient sur les murs, des gens qui se cassaient la gueule et qui finalement se relevaient alors qu'ils normalement devraient avoir tous les os pétés. Et voilà, moi j'étais très content justement qu'il y ait cette vibe, quand même, hein. Cette vibe très années 90 qui est que un polar hongkongais, ça commence réaliste, mais même chez Kirkong, ça commence réaliste, mais ça part toujours en sucette, et toujours à côté opéra cantonais. Kirkong, ça part assez vite, Simon. Ou même un peu l'inverse, c'était pour rebondir sur ces changements de registre, parce que c'est ça qui est marquant aussi dans le film, c'est que des fois ça commence assez légèrement, et je trouve que le début du film commence là, pas forcément de manière si réaliste que ça non plus. Non. On est directement en course-poursuite. Dès la baston dans le bus, on a des changements de registre comme chez Tsui Hark. Par contre, Tsui Hark, au tout début, il me semble que dans L'Enfer des armes, c'est assez léger, c'est réaliste, mais les personnages sont plutôt en train de s'amuser, et d'un coup, ça va changer complètement de registre. C'est beaucoup plus social, L'Enfer des armes. De ce point de vue-là, c'est plus réaliste, L'Enfer des armes. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'on avait quand même ces changements de registre, en fait, entre des moments beaucoup plus légers, etc. Et ce qui m'a, moi, le plus surpris, mais ça rebondit avec ce que tu disais, en fait, c'est que là, on a quasiment quelque chose qui est de l'ordre de la quête initiatique. Et il me semble que j'avais pas trop vu ça dans les
dans les polars hongkongais habituels, c'est-à-dire que c'est une quête initiatique, mais dans un monde de polars en fait. Et ça, pour moi, c'était vraiment l'originalité en voyant le début surtout en fait du film, où je me suis dit tiens, c'est très curieux de faire ça. Ça pourrait être le début du Seigneur des Anneaux ou d'un monde d'heroic fantasy, sauf que ce monde-là, en fait, c'est un monde qui est très réaliste, mais qui est très réaliste, mais qui est quand même assez curieux, et puis en fait qui s'avère être un vrai monde après avec les anciens, etc. Enfin, qui est quasiment Louis Sco qui joue le parrain, qui est super classe, qui a une des meilleures introductions de personnages quand il date le gars en jetant sa cigarette en l'air, il prend le temps de le latter et hop, il récupère la cigarette. Ben oui, il y a plein, de toute façon. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y a tout ce que j'aime moi dans le cinéma hongkongais, c'est-à-dire que chaque scène a des idées de mise en scène iconique, alors qu'on a plus ou moins déjà vu, hein, parce que effectivement, tu parles tu parles de John Woo, même chez Kirkong ou chez Liu Chialiang, bon voilà, tu peux en trouver d'autres, hein, des trucs. Mais je trouve que, alors déjà, moi j'étais tellement heureux d'entendre un film en cantonais, parce que le cantonais, il faut bien penser que c'est une langue qui est en train de disparaître au cinéma. Qui est quasiment parlé que Hong Kong, et notamment dans les films hongkongais jusqu'à une certaine époque. Mais qui n'est pas une langue, qui est vachement répandue dans le sud de la Chine, en fait, le cantonais, parce qu'on parle pas cantonais qu'à Hong Kong, on parle en cantonais dans tout le sud de la Chine, et c'est une langue qui a dominé le cinéma chinois pendant tous les années 70, 80, 90, puisqu'avant c'était en mandarin. Et moi j'étais très triste, parce que moi c'est une langue que j'adore entendre. J'adore entendre cette langue-là, et j'étais très triste que cette langue très chantante soit remplacée par du mandarin, parce que Chine continentale, blablabla, machin. Même si j'ai rien contre le mandarin en soi, mais voilà. La spécificité hongkongaise de la langue a tendance à disparaître. Et puis surtout, c'est vraiment lié à une histoire du cinéma, c'est-à-dire que le cantonais, c'est à partir de Bruce Lee, c'est à partir des années 70 en fait. Donc c'est 70, 80, 90, donc c'est vraiment l'âge d'or de Hong Kong. C'est vraiment le deuxième âge d'or, si on considère que le premier c'est les années 60, c'est vraiment le deuxième âge d'or, et c'est l'âge d'or du polar justement. Du polar des années 80, des trucs un peu foufou, où tu regardais des Ringolam, des choses comme ça, quoi, tu vois, ou même sous un vernis de réalisme, t'as toujours des trucs de zinzin. Il y a un petit côté full contact là-dedans aussi, avec les côtés un peu excessifs dans la violence, du fluo, JB. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce côté très fun, on va pas se mentir, le film est fun à regarder, il est bien mis en scène, et puis il y a un travail sur le décor qui est complètement hallucinant, je trouve, mais ce travail sur le décor, il fait sens, je trouve, aussi d'un point de vue assez politique, finalement, de ce que ça dit, de cette époque, effectivement, où on est dans les années 80, à un moment donné, effectivement, avant la ils apprennent à un moment donné dans le film que Hong Kong va être rétrocédé 10 ans plus tard. Donc du coup, ça crée aussi une angoisse de qu'est-ce qu'on va devenir. Exactement. Parce que celui-là va forcément être détruit en revenant dans le giron de la Chine. Et tu sens cette ambiance de pesanteur ambiante, et puis le travail effectivement sur ces espaces extrêmement étroits dans lesquels ces séquences d'action se passent. Même si de mise en scène, même si en tout cas ils arrivent hyper bien à se repérer dans ce labyrinthe hallucinant, bordel, mais qui en plus qui est magnifique visuellement, et avec ces grillages au premier plan, ces trucs de rouge. Même s'il y a quelques plans larges où tu sens un peu son côté expérience chinoise où il y a des SFX un peu mais ça m'a pas gêné, mais Mm. comme dans Limbo il y a aussi des plans comme ça qui pouvaient faire un peu numérique, un peu cheapos, et en fait je trouve que ça participe de l'imagerie un peu étouffante, un peu malaisante en fait de ce film là, et pour le coup je trouve que là ça a vraiment un sens politique, et c'est là pour le coup j'ai un peu des réserves sur le film, c'est que je trouve que le film pourrait avoir cette dimension politique. Quand même le début du film, on l'a dit, c'est un réfugié qui arrive là, qui se retrouve pris dans cette espèce de guerre de gang, qui se réfugie dans cette citadelle. En plus, on parlait de la frontière tout à l'heure, on a quand même ce plan sur le grillage génial, avec le seul ralenti du film, je crois, c'est pas un ralenti sur une cascade, c'est le type qui passe sous le grillage pour accéder à la citadelle. C'est le passage de seuil vraiment pour accéder, c'est autre monde quasiment. Et pour le coup, je trouve que ce travail effectivement sur ce personnage de réfugié, il est coupé court par la narration, on peut spoiler, voilà. Mais le fait qu'en fait on s'aperçoive que le personnage il est lié par le sang au fameux chef de gang. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et surtout ça casse complètement cette idée selon laquelle le film pourrait avoir une orientation politique pour questionner justement ce statut de réfugié. Oui, finalement c'est le droit du sang qui revient. Mais faire des films comme ça dans le cadre du Hong Kong contemporain, c'est compliqué. Sans doute, mais tu vois, moi le truc qui m'a gêné, et là pour le coup c'est peut-être parce que moi j'ai vu Limbo récemment et j'ai enchaîné les deux, il y a quand même un truc aussi, et moi j'en parle parce que pour le coup ça m'a vraiment dérangé, c'est la question de la femme quand même, qui est super gênante. Dans Limbo je me suis dit ok, c'est son sujet, c'est gênant, c'est complaisant, moi j'ai pas supporté, mais je me dis bon c'est ce qu'il veut faire, ok. Et dans celui-là, il y a quand même pas un personnage féminin, les seuls personnages féminins c'est des prostituées qui se font défoncer, tuer. Non, il y a la commerçante aussi quand même. Il n'y a pas 2 secondes, enfin je veux dire, il n'y a pas de personnage féminin fort quoi. Il y a à un moment donné, tu fais 2 films à la suite. Mais dans La Rage du Tigre non plus. Hein. Ouais, mais bon, moi à un moment donné. Parce que c'est des films crypto-gays, c'est différent. Ouais. Je trouve ça un peu c'est gênant. aussi un peu crypto-gay, je suis désolé. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. T'as des mecs torse nu qui se foutent sur la gueule. Je veux dire, ça coûtait rien de mettre des personnages féminins forts, tu vois là. Et
il le fait pas. Je me dis, bon, ce gars, il a un problème, je pense. Bon, bref. Moi, je me demande s'il est pas. Thibaut. Parce que pour rebondir sur la question politique, moi que je n'ai pas vu, et en fait, quand il a parlé. Autant qu'il fasse un pur exercice de style, une série B ou sa castagne sévère, avec moi c'est le son des couteaux qui m'a halluciné. J'ai trouvé ça d'une précision. Ça fait mal quand ça coupe. Oui, d'une superbe précision. Mais en fait, quand ça a commencé à parler de rétrocession et compagnie, je fais bon, je me dis, est-ce que je vois facilité, un opportunisme. Est-ce que je me demande si ce réalisateur-là, en fait, ne serait pas un réalisateur opportuniste? Je pose la question. Ces films sont d'une très belle fabrication. Il n'y a pas à nier là-dessus. Limbo, c'est pareil. J'avais trouvé ça too much, complaisant en effet sur la noirceur du monde. Le monde est noir, certes, j'en ai conscience, mais en termes de cradeur et de violence, notamment vis-à-vis des femmes, je trouve ça, ouais, mais non, c'est pas possible. Et là, c'est le côté politique. Je me dis, pourquoi tu nous fais quelque chose? Et je ne sens pas cette mélancolie qu'on peut retrouver chez Johnny To ou chez Ringo Lam. Je l'ai pas du tout ressenti. Et je me dis, une question de génération aussi. Le mec, en fait, il a du mal à trouver l'équilibre entre son exercice de style, son truc hyper fun, et un propos qu'il ne maîtrise pas ou qu'il veut essayer de maîtriser pour, au final, faire une espèce de fan service en disant, regardez, je fais quand même du polar HK. Et le polar HK, on sait tous que c'est politique, mélancolique, voire d'une tristesse infinie. Ça, c'est nous qui voyons ça comme ça. Oui, moi hongkongais, il n'est pas politique. Le cinéma hongkongais, il n'est pas politique. Moi, en tant que spectateur, il est indirectement politique ou il est inconsciemment politique. Mais le cinéma hongkongais est encore plus sous domination chinoise. Il a plusieurs. Tu dis, il n'y a pas Francesco Rosi, dans le polar hongkongais, ça existe pas. Je trouve que l'équilibre, le point d'équilibre n'est pas atteint, et du coup, je me pose des questions. Disons que politiquement, à Hong Kong, il y a plus de cœur con que de Choyard, quoi. Quand même. Ouais. Mais je me pose la question du coup sur le réal et sur les intentions du réal. Je suis d'accord avec toi. C'est un des seuls qui Choyard, mais c'est un des seuls qui a pu le faire parce qu'il avait les moyens de le faire. Parce qu'il était producteur et qu'il avait sa thune. Alors que là maintenant, tu fais un film à Hong Kong, c'est t'as vu l'ouverture, t'as vu le générique d'ouverture, c'est 15 boîtes différentes. Il y a 16 boîtes différentes. 2 minutes avant que le film commence. Et à chaque fois, t'as un mec du Parti communiste qui surveille que tout est bien comme il faut. Simon, pour finir. Non, du tout, j'allais te demander. John Woo, c'est pareil, assez politique en fait, dans Une balle dans la tête, etc. En fait, pour moi, quand tu as ces gros changements de registre dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi qu'il y a souvent c'est pour amener des trucs un peu politiques. Mais au CTB de Hong Kong, c'est politique aussi. Si on part par là, c'est sur la corruption, enfin c'est sur la violence policière, T'as pas de changement en fait. Il n'y a pas de violence policière. En fait, il pouvait glisser, c'est-à-dire on passait par quelque chose de léger ou qui faisait du genre ou qui était de l'action, à des fois des choses plus sociales. Et ça me semble moins faire ça dans le film dont on parle là. C'est peut-être plus gratuit effectivement. City of Darkness, donc Simon dont nous parlons à présent. Donc dont nous allons finir de parler donc de Soi Chiang qui est normalement encore dans quelques salles en France. Nous allons passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément florés. Coup de cœur, c'est la rentrée. Michel Barnier est Premier ministre. Ah, du coup, voilà des bonnes nouvelles. Mon coup de cœur, exactement, ça va être l'emploi du temps de Laurent Cantet sur l'aliénation du monde capitaliste et du travail de manière générale. Un film sponsorisé par Carglass, les fenêtres Triba et les baies vitrées Soleil en Bretagne. Docteur. Alors moi, ça sera ce bon vieux film de procès qui est Le Verdict de Sidney Lumet, revu hier soir. Après avoir lu cette magnifique autobiographie de Paul Newman, et quand tu sais le rapport de Paul Newman à l'alcool, et que tu vois le verdict, tu te dis... Ah, c'est bien vu, ouais, effectivement. Il y a plein de scènes, en fait, tu sais que ça sointe la vérité parce que tu sais que c'est des trucs que lui-même a vécu et c'est vraiment un super. Et en fait, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu et en fait, à chaque fois que je le revois ce film-là, en fait, je me rends compte que je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens plus sur le coup. Mais à chaque fois que je me le revois, ah ouais, après il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Il s'auto-spoil. Et c'est super bien. Et ça reste, moi, c'est sans doute un de mes lunettes préférés, je pense, le verdict. Merci, docteur Jean-Baptiste. Moi, c'est mon coup de cœur de l'été. Ouais, vraiment. Merci, c'est moi. Oui, je sais que c'est toi. C'est L'homme qui voulait savoir, un film néerlandais de George Sluizer. Spoorloos en VO. Ah, c'est ça que tu m'en parler. Et donc film qui
qui a été un peu méconnu à l'époque et qui a reconnu un retour de hype là, parce qu'il est ressorti en DVD Sidonis, je crois qu'il l'a édité en juin. Et donc tout le monde s'est mis à reparler du film, et notamment cette année, ils ont ressorti des interviews de Stanley Kubrick qui avait dit que c'était le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Alors moi je m'attendais à voir un film qui fasse peur. C'est vrai que ça fait bien sur une jaquette, le film. C'est pas du tout un film qui fait peur. Par contre, le film est effectivement terrifiant sur la nature des personnages qu'il dépeint. Il y a une froideur dans la mise en scène qui s'accorde vraiment à cette peinture de deux personnages masculins qui sont vraiment bien fucked up, on va dire ce qui est. Et ce qui fait peur, c'est en fait le rationalisme de ces deux personnages, le rationalisme de la mise en scène qui crée une inéluctabilité dans la direction narrative. C'est vraiment un film étonnant, bien noir, bien angoissant, bien hollandais années 80, avec l'histoire d'une femme qui disparaît sur une aire d'autoroute, voilà, et son mari va la rechercher. Mais je vous conseille vraiment, c'est vraiment un grand film. Merci Simon. Ouais, c'est le Doc Holliday de Frank Perry, qui est une relecture du mythe de Wyatt Earp, enfin du mythe de l'histoire de Wyatt Earp, Doc Holliday, etc., très années 70. Donc, et je rajouterai juste Horizon aussi, parce que j'ai quand même beaucoup aimé le film, et d'en reparler, ça m'a donné envie de le revoir. Très bien, merci. Alors pour rester dans le western, moi ça va être une série australienne, donc contemporaine, Mystery Road, avec Aaron Peterson. C'est vrai que c'est super bien. Exact, c'est pour ça qu'il est en coup de cœur. Paraît-il que c'est super bien. Qui est donc flic qui enquête dans le bush australien, dans les territoires du Nord. Il y a 2 saisons de 6 épisodes chacune et une 3e saison préquel absolument on pouvait voir sur formidable. Arte TV dans mon souvenir il y a quelques temps. Exactement, Simon m'en parlait avant l'émission, exactement. Donc voilà, une super chouette série, polar dans le bush, donc c'est très très cool parce que les polars et les westerns quand même, il y a que ça de vrai. Et quand c'est réuni les deux, c'est encore mieux. Merci beaucoup messieurs, merci Margot et Ulysse à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir.